Pour terminer ce chapitre, on va voir un déterminant particulier que vous devez être capable de reconnaître et pour lequel vous devez connaître la formule. C'est ce qu'on appelle le déterminant de Vandermonde. Alors, on se fixe x1, xn des scalaires et on s'intéresse à la matrice dont la première colonne est formée par les xi à la puissance 0, c'est-à-dire que des 1. La deuxième colonne, c'est les xi à la puissance 1, xi à la puissance 2, etc. jusqu'à xi à la puissance n-1. Donc c'est ce déterminant-là qu'on appelle déterminant de Vandermonde. Je vous rappelle, comme le déterminant de A c'est le même que le déterminant de la transposée, si les 1 sont sur la première ligne, les x1, xn sur la deuxième, les x1 au carré, x2 au carré, xn au carré sur la troisième ligne, vous avez la même formule pour le déterminant. Alors ce que nous dit le théorème 19, et c'est la formule de Vandermonde, c'est que ce déterminant, qui est un déterminant de taille n, est égal au produit pour tous les indices i strictement plus petits que j des xj moins xi. C'est-à-dire on fait x2 moins x1, x3 moins x1, x4 moins x1, etc. Il y a aussi x7 moins x6, x7 moins x2, enfin tous les couples possibles d'indices ij avec j strictement plus grand que i. Ce qui peut vous aider pour retenir sa formule, c'est que lorsque xj est égal à xi, eh bien vous aurez deux fois la même ligne. Donc le déterminant vaut 0. Donc il doit forcément y avoir les xi moins xj là présents en facteur, puisque vous savez que si un déterminant vaut 0, ben, ça veut dire qu'en gros, on peut le factoriser par xj moins xi. Alors on va démontrer cette formule. Pour simplifier rapidement, je vais appeler Vn de x1, xn le déterminant de Vandermonde là qu'on veut calculer. On va raisonner par récurrence et on va poser comme hypothèse de récurrence, quel que soit x1, xn appartenant à k puissance n, le déterminant de Vandermonde de x1, xn est égal au produit pour i strictement plus petit que j des xj moins xi. Pour n égale 1, donc en fait il n'y a qu'un seul scalaire et ici vous devez aller jusqu'à x1 puissance 0. Donc en fait, pour n égale 1, c'est la matrice où il n'y a que 1. Donc c'est pas très intéressant comme initialisation. C'est vrai quand même, mais moi je vais plutôt initialiser avec 2 pour vous montrer un peu le calcul. Alors, quand n égale 2, donc on a deux scalaires x1, x2, et la matrice qui nous intéresse, c'est la matrice 1, 1, x1, x2, dont le déterminant vaut x2 moins x1, qui est bien égal à ce produit. Alors là, vous mettez un 2. Le produit pour i strictement plus petit que j avec i et j tous les deux entre 1 et 2, il n'y a pas le choix, c'est quand j est égal à 2 et quand i est égal à 1. Donc on retrouve bien x2 moins x1. Donc la propriété est vraie au rang 2. Maintenant, on veut démontrer qu'elle est héréditaire, donc on se fixe un rang n pour lequel la propriété est vraie. Et on veut démontrer la propriété au rang n plus 1, donc on prend des scalaires quelconques, mais on en prend n plus 1. Et on s'intéresse à ce déterminant-là. Donc cette fois, les puissances vont jusqu'à n, et les lignes vont jusqu'à n plus 1. Notre but, puisqu'on veut le démontrer par récurrence, c'est de se ramener au déterminant de Vandermonde une taille en dessous. C'est-à-dire de se ramener, puisqu'ici vous avez une matrice de taille n plus 1, à une matrice de taille n. Donc il va y avoir besoin de développer par une ligne ou par une colonne pour faire apparaître des déterminants de taille plus petits. Ou se ramener par exemple à une matrice triangulaire par bloc. Comme ça, vous savez que ce sera par exemple le déterminant de ce bloc d'un seul fois le déterminant de ce bloc-là qui va être de taille 1 de moins. Donc nous, c'est cette deuxième méthode qu'on va utiliser. On va commencer par faire apparaître plein de zéros ici pour rendre la matrice triangulaire supérieure par bloc. Donc chaque ligne, à partir de la deuxième, va recevoir Li moins L1. Li reçoit Li moins L1. Ce qui a l'avantage de faire apparaître plein de zéros ici. Et puis ici, on a x2 moins x1, xn au carré moins x1 au carré, etc. On développe ensuite, grâce à la formule qu'on a vue dans le théorème 17 par rapport à la première colonne. Comme il n'y a qu'un seul coefficient non nul dans la première colonne, c'est très rapide. En fait, dans ce développement, il n'y a qu'un seul déterminant, c'est celui-ci.
Donc je l'ai un peu zoomé. Sa première colonne, c'est x2 moins 1 jusqu'à xn plus 1 moins 1. Ensuite, la deuxième colonne, c'est les mêmes différences mais avec des carrés. Et dans la dernière colonne, c'est les différences avec des puissances n. Et c'est un déterminant de taille n, cette fois. Je vous l'ai remis ici juste pour que vous ayez en tête qu'il a une ligne et une colonne de moins. Alors maintenant, on veut calculer ce déterminant. Alors, on n'a pas l'air très avancé parce qu'il n'y a pas beaucoup de zéros. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? X2 moins x1, je pourrais le mettre en facteur parce que là, il y a x2 moins x1. Là, par une identité remarquable, c'est x2 moins x1 facteur de x2 plus x1. Là aussi, par une formule de factorisation, je peux mettre x2 moins x1 en facteur. Il va rester une somme avec des puissances de k. Et pareil ici. Donc en fait, dans la première ligne, puisque le déterminant est linéaire par rapport à chacune des lignes, je mets x2 moins x1 en facteur. Dans la deuxième ligne, je mets pareil x3 moins x1 en facteur. Dans la ième ligne, c'est xi moins x1 que je mets en facteur, etc. Jusqu'à la dernière ligne où c'est xn plus 1 moins x1 que je vais pouvoir mettre en facteur. Et donc j'obtiens en facteur le produit pour k allant de 2 à n plus 1 dxk moins x1, puisque là j'ai mis x2 moins x1, xi moins x1 jusqu'à xn plus 1 moins x1. Et qu'est-ce qui va me rester? Du coup, dans la première colonne, il n'y a plus que d1. Dans la deuxième colonne, il va rester, par l'identité remarquable, x2 plus x1, xi plus x1, xn plus 1 plus x1. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Dans la jème colonne, une fois que vous avez mis x2 moins x1 en facteur, il reste la somme pour k allant de 0 à j moins 1 des x1 puissance k, x2 puissance j moins 1 moins k. Ça, c'est une formule de factorisation. Et pareil avec la puissance n. Bien. Et alors là, déjà, on a réussi à faire apparaître une colonne de 1. Donc, il y a l'air d'avoir l'hypothèse de récurrence qui ne doit pas être très loin. Par contre, le reste n'a absolument rien à voir. Eh bien, en fait, il y a des opérations élémentaires. Alors, elles sont assez moches, mais elles ont l'avantage de convenir, qui font apparaître exactement ce que vous voulez. Je vous montre. On va faire la deuxième colonne qui reçoit la deuxième colonne moins x1 fois la première. Donc, il va y avoir x2 plus x1 moins x1, donc il va rester plus que x2, xi plus x1 moins x1, donc il va rester plus que xi, et xn plus 1 plus x1 moins x1, donc il va rester plus que xn plus 1. Pour la jème colonne, cette fois, là c'est un petit peu plus compliqué, l'opération élémentaire, c'est cj reçoit cj moins des puissances de x1 fois les colonnes précédentes. Donc en fait, cj va recevoir cj moins x1 puissance j fois la première colonne, plus x1 puissance j moins 1 fois la deuxième, etc., etc. Eh bien, cette opération élémentaire, je vous laisse le vérifier, elle fait exactement apparaître les puissances de j dans la jème colonne. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est l'écrire pour j égale 3, simplement pour voir ce qui se passe, et je vous jure que ici, il ne va rester plus que le x2 au carré. Si vous voulez, vous me demandez, et je vous écrirai le calcul pour cette troisième colonne. Et donc finalement, là, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh bien, un déterminant de Van der Monde pour x2, xn plus 1. Donc, par hypothèse de récurrence, ce déterminant, vous le connaissez, c'est le produit pour i strictement plus petit que j, compris entre 2 et n plus 1, dxj moins xi. Tout ça multiplié par le coefficient là que j'avais déjà devant mon déterminant. Et donc là, ce produit-là, c'est tous les xk moins x1. Donc en fait, c'est exactement le même que celui-là lorsque i est égal à 1. Donc on peut agrandir ce produit pour qu'il commence à 1. Et donc on a bien démontré que la propriété était héréditaire. Donc cette formule, elle est vraie pour tout n et pour tout scalaire x1, xn. En particulier, vu la tête du déterminant, dès que tous les xi sont distincts, vous êtes sûr que cette matrice est inversible. Donc ça peut être un critère pour l'inverse d'une matrice de Van der Monde. Ça vous donne absolument pas la formule pour l'inverse, mais au moins vous savez que cette matrice est inversible.